Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Balthazar Benadon de la Gazette de l'Abîme. Salut Balthazar. Salut à toi, merci beaucoup de m'accueillir. Oui. Balthazar, est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Balthazar, voilà, j'ai 39 ans, je suis père de 2 enfants et je suis accessoirement le fondateur d'une chaîne YouTube qui progressivement devient un média qui s'appelle la Gazette de l'Abîme, qui a pour vocation de parler de l'exploration de la conscience, en tout cas qui part du principe de l'exploration de la conscience, notamment par le biais de l'expérience psychédélique, pour réévaluer en quelque sorte le regard qu'on porte sur le monde. À partir de ces expériences, à partir du contenu psychique qui émerge de cette expérience, qui a souvent tendance à transformer la manière qu'on a d'interagir avec soi-même, avec les autres, avec le monde, comment est-ce que on peut faire exister ce contenu dans la société. Voilà, c'est un peu l'ambition de la chaîne. Ok. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect artistique, puisque c'est un média qui ne produit pas seulement de l'information, mais aussi des choses qui vont plus être comme un film d'animation, comme des illustrations, enfin pas mal un travail artistique, illustratif, narratif assez poussé. Et puis j'officie également en tant que gardien de voyage lorsque les planètes s'alignent. Voilà. Ok, génial. Et qu'est-ce qui t'a du coup amené à créer cette chaîne YouTube avec une dimension artistique en plus ? L'expérience de l'ayahuasca, voilà. En un mot commençant, l'expérience de l'ayahuasca dans un contexte cérémonial, c'est-à-dire un contexte dans lequel était privilégié l'exploration intérieure, le voyage intérieur, au contraire d'expériences que j'aurais pu faire un peu plus jeune, où c'était plus l'idée de viens, vas-y, on prend des champignons, on voit ce qui se passe et tout. Il y avait vraiment cette démarche un peu ignorante à cet âge-là, et quand j'y suis revenu comme ça, presque une décennie plus tard, mais dans un contexte, je crois que c'est un contexte assez chamanique, on va dire, même si je place pas forcément ce mot systématiquement, mais c'est par ce biais-là que il y a une espèce d'ouverture, quoi, une espèce de changement de dimension, une espèce de changement de paradigme qui m'a paru tellement passionnante, qui m'a paru vraiment comme un continent à explorer en fait, quoi, comme quelque chose sur lequel j'avais l'impression qu'on ne parlait que trop peu en France, tu vois. C'était quand ? C'était en 2016 ou en 2017, quand ma compagne était enceinte de notre premier enfant, et que je me suis dit, ok, c'est maintenant que jamais. Ah oui. Donc j'y suis allé, je suis parti à Majorque. Ok. Et j'ai rencontré c'était un couple espagnol-colombien qui avait une pratique, moi je te dis assez axée sur les techniques chamaniques, en fait. Ça impliquait l'ayahuasca, le kambo, le bufo, le rapé et d'autres manières d'utiliser le tabac. Et ça a été une révélation continue, c'est-à-dire parce que j'y suis retourné à plusieurs reprises. Avec eux, avec les mêmes ? Avec eux, puis ensuite par des chemins différents que j'ai commencé à mettre en place moi-même dans une expérience personnelle, où au bout d'un moment j'ai décidé de me lancer seul dans ces voyages-là, à des occurrences choisies assez tôt, tu vois. Enfin, c'était vraiment des moments où je décidais de faire cette expérience et qui était vraiment très préparée en amont, etc., pour que ça ait du sens, tu vois. Il y avait vraiment cette idée de sens qui était ancrée dans la façon dont ces personnes avaient usage des plantes qui étaient susceptibles de transformer la conscience, et c'est à partir de cette manière de faire que j'ai composé ma propre manière de faire. D'accord. C'était Voilà. avec de l'ayahuasca aussi, ça ? Non, c'était avec d'autres substances, avec des champignons aussi. Avec des champignons, et puis
Et puis l'idée aussi, c'était un peu de voir quel était le lien en fait, quels étaient les liens et quelles étaient les différences justement entre toutes ces substances, parce que il y avait certaines d'entre elles justement qui, comme l'ayahuasca, ont une espèce de vertu un peu sacrée, tu vois. On parle de médecine quand on parle d'ayahuasca, alors que les champignons, trouve des gens en France qui prennent ça en mélangeant de l'alcool avec de la bœuf synthétique ou que sais-je. Enfin, tu vois, donc justement, je me disais, ok, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette même sacralité-là qu'on pourrait retrouver dans les champignons, qui en plus sont plus accessibles, sont plus ancrés dans la terre qu'on habite, au contraire de l'ayahuasca qui faut aller chercher à des milliers de kilomètres. Et je dois dire que c'est plus par là que s'est orientée cette démarche-là au fur et à mesure du temps. Parce que justement, c'était une plante qui existait dans notre domaine à nous, tu vois, donc avec laquelle je suppose qu'on avait plus de connexion. Donc voilà. Ok, génial. Donc tu t'es senti un peu comme un chercheur. Ouais, c'était vraiment un chercheur. Il y a beaucoup de personnes qui font ces expériences-là parce qu'elles cherchent à répondre à une problématique. Et je dis pas que c'était pas mon cas, Ouais, guérir. mais ouais, voilà. Il y avait vraiment une espèce d'idée de guérison et il y avait beaucoup de personnes. J'étais surpris par le nombre de personnes qui souffraient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est démontré au fur et à mesure de la Gazette de la Bible, qui d'ailleurs m'a invité justement à orienter les choses dans ce sens-là parce que la demande était là en fait. La demande de la plupart des personnes qui s'intéressaient à ce travail-là, c'était trouver une réponse à un mal-être, à une maladie de l'âme en quelque sorte. Et je pense que j'étais pas non plus étranger complètement à ça, mais moi j'avais le côté un peu genre, moi j'ai envie de voir ce que ça fait en fait. J'ai vraiment envie ouais, c'était un côté exploratif. Un côté exploratif et d'ailleurs ça pose un certain nombre de questions, tu vois, où est-ce que s'arrête la thérapie, où est-ce que commence l'exploration, où est-ce que commence la spiritualité, où est-ce que commence le plaisir peut-être aussi, la joie d'avoir accès à ces expériences-là. Et il me semble qu'en fait, plutôt que de médecine, moi je parlerais plus d'outils, tu vois, avec le temps. En ce qui te concerne. Ouais. Et puis même de façon générale, dans le sens où on pourrait, c'est-à-dire qu'un outil peut être utilisé de plein de manières différentes. Tu vois. Et ça peut effectivement être un médicament, mais mal exploité, je pense que ça peut être un poison aussi en fait. Ça peut être un moyen de locomotion vers au-delà de soi. Ça peut être une connexion à la transcendance. Ça peut être plein de choses différentes. Tu vois. Et c'est un vrai débat, d'ailleurs, dans les communautés psychédéliques. Quelle est la place qu'on donne à ces substances à mesure qu'on se rend compte de l'intérêt qu'elles représentent pour les individus sur le plan thérapeutique, dans la mesure où il y a plein de gens qui ne font pas appel à ces expériences pour une question thérapeutique, mais qui n'en estiment pas moins leur expérience légitime, se pose la question de comment est-ce qu'on va les qualifier, si elles sont amenées à être dépénalisées, si elles sont amenées à être remises en question, tu vois, par rapport à la situation dans laquelle elles se trouvent à l'heure actuelle. On peut dire que c'est un combat que tu mènes, ça. Il y a un côté activiste, c'est vrai. Maintenant, le problème de l'activisme en général, je trouve, c'est qu'il y a tendance à se focaliser sur une idée et ne jamais la remettre en question, tu vois. C'est un truc que tu vois chez les activistes politiques, tu vois, où en fait ils prennent une posture et c'est leur posture et ils s'identifient à cette posture et à partir de là, tu vois, la vertu ne peut être que de leur côté. Or, il me semble que dans des expériences telles que l'expérience psychédélique, ça peut t'emmener tellement loin, ça peut tellement ouvrir des portes que il y a une espèce de souplesse qu'il faut garder en permanence vis-à-vis de ça. Donc l'activisme, oui, pour sortir de la bêtise qui consiste à dire que c'est juste des produits toxiques et à partir desquels on peut créer des dépendances, parce que ça c'est factuellement faux. Mais c'est pas pour autant que je ne pense pas que il fallait pas faire preuve de révérence et de sérieux et d'une certaine crainte vis-à-vis de toutes ces substances en fait, parce que ça
ça fait émerger un contenu psychique dont on sait jamais exactement la gueule qu'il va avoir. Ouais. Et je l'ai vu pour avoir accompagné quand même un certain nombre, enfin, accompagné ou m'être trouvé au contact d'un certain nombre de personnes. Tu vois qu'il y a des choses très très lourdes, quoi, qui sortent des choses très puissantes, tu vois, et il faut être capable de les accueillir, il faut être capable de dompter ce truc-là, de le mettre en place, de le faire exister d'une manière harmonieuse avec le monde extérieur, et c'est pas à prendre à la légère, quoi. Ouais. Tu veux dire que tout le monde est pas capable de prendre ça, parce que ça peut être dangereux aussi, s'ils sont pas capables d'endurer ce qui va possiblement se passer. C'est une question de responsabilité, je pense. Je pense qu'il y a une vraie question de est-ce que tu es en mesure de prendre la responsabilité de l'expérience qui va être la tienne. Tu vois, est-ce que tu seras capable de soutenir ça, parce que ça va faire partie de toi après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça va sortir et ça va exister et tu vas devoir porter ce truc que tu le veuilles ou non. Et c'est pas et ce sera pas de la faute de la personne qui t'aura accompagné ou de la personne qui t'aura donné de la substance ou enfin si, enfin parfois il y a des gens qui font n'importe quoi, qui créent des situations traumatisantes, tu vois. Mais si on part du principe que on va dire les prérequis de base sont respectés et qu'il se passe quand même quelque chose de difficile, mais en fait c'est la responsabilité de la personne qui en fait l'expérience, tu vois. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le respect, vraiment, enfin vraiment le respect de la substance à laquelle tu fais appel, la prise de responsabilité, c'est des choses qui sont fondamentales. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus criminel, enfin si, des choses pires que ça, mais c'est quand même vraiment pas cool d'essayer de pousser quelqu'un à faire cette expérience. Voilà. Oui. Ou de l'induire. L'induire, c'est carrément un viol, en fait. Hein. L'induire sans que la personne ne le veuille, voilà. C'est vraiment quelque chose qui doit émaner de la pleine volonté d'un individu. Ouais. Et avec une considération du fait qu'on ne sait pas ce qui va en sortir. Parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça. Il y a un avant et un après, et ça va beaucoup plus loin que la simple juste expérience, en fait. C'est le monde qui se transforme, c'est le regard qu'on porte sur le monde, c'est la manière dont il a d'interagir avec nous qui se transforme. Je ne sais pas dans quelle mesure tu vis ta propre expérience, si tu en as une, je ne sais pas, mais c'est vrai que on peut avoir l'impression, dans un premier temps, d'avoir voulu aller faire une expérience, et au lendemain de cette expérience, on a l'impression que c'est elle qui nous a attirés à elle, en fait. Tu sais que une espèce de rencontre, enfin, une espèce d'intelligence qui existe dans ces plantes et dans ces substances, dans ces molécules, dans ces cactus, dans ces champignons qui est au-delà de nous, en fait. D'ailleurs, j'allais te poser la question tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a attiré à faire cette première séance, cette première cérémonie? Comment t'as trouvé les gens? Est-ce qu'on te les a conseillés? Est-ce que c'était un appel que tu sentais depuis longtemps? Je pense que la base des choses, c'est un sentiment de « ok, la vie c'est que ça ». Tu vois? Parce que la vie c'est que ça, en fait. C'est que tu grandis dans un milieu, puis tu fais des études, puis tu te maries, puis tu trouves un taf, et puis tu taffes, et puis tu es au chômage, enfin, puis t'es à la retraite, et puis à la retraite, tu t'as plus de taf, donc tu meurs, tu tombes malade. Voilà, c'est vraiment, est-ce que ce cadre de vie-là, en fait, c'est la seule chose qui existe à la vie, en fait, dans la vie, et moi, depuis tout petit, j'avais toujours ce besoin d'aller voir sous le lit, quoi. Est-ce que vraiment, il y a pas un monstre? Est-ce qu'il y a pas une trappe dans ma cheminée qui mènerait à un autre monde? Enfin, c'est vraiment des idées qui me portaient, en fait, hein, ce besoin de voir au-delà de ce qui existait, en fait. Moi, je viens d'un milieu, je pense, assez cartésien, assez matérialiste. Et je dis pas ça de façon péjorative, hein, c'est juste ce qu'il était. Et du coup, il y a eu beaucoup de souffrance qui a émergé de ça, tu vois, d'avoir une espèce de vie intérieure riche, tu vois, d'avoir besoin de transcender le statu quo des choses tout le temps, et d'avoir en même temps cette limitation, tu vois, cette espèce de pression sociale, en fait, qui veut que les choses aient une certaine forme et un certain ordre.
tu vois. Et arrivé à un moment donné où j'ai entendu parler de ce qu'était l'ayahuasca. J'avais déjà eu dans ma vingtaine, je te dis qu'il y avait quelques expériences comme ça avec des champignons. J'avais quand même eu l'impression que il y avait quelque chose d'intelligent qui s'était passé. Tu vois. C'était pas. Moi, j'étais très bête dans ma manière d'avoir abordé le truc. Enfin, j'ai vraiment fait ça n'importe comment, etc. Mais il y avait une sagesse, tu vois. J'étais là genre, c'est pas si. Enfin, j'ai l'impression que la manière qu'on a de nous présenter les choses est erronée quand même à leur sujet. Et en entendant parler de l'ayahuasca, etc., j'ai commencé à tourner autour du sujet. J'étais très éloigné de ça à ce moment-là. J'avais arrêté toutes les activités artistiques précédentes. J'étais agent immobilier. Enfin, j'avais vraiment une vie normale. Mais qui du coup en fait était tellement normal que tu vois il y avait une espèce de pression qui montait pour aller faire quelque chose d'un petit peu drastiquement opposé et c'est là où le mot ayahuasca commençait à popper un peu partout, tu vois. À l'époque, oui, c'est vrai. Je sais même pas si à l'époque c'était tant que ça, j'ai l'impression que c'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais c'était un truc dont on parlait en sous-marin. Ouais, voilà. Et il est arrivé, au bout d'un moment, je veux voir ça. Ok, je veux voir. Et du coup, ma compagne, qui est un peu, on va dire, qui est un peu ma prise de terre, tu vois, ouais, qui est un peu l'élément qui ancre les choses dans ma vie, en fait, me dit bon bah écoute, je vais trouver quelqu'un qui pourra t'emmener. Et en fait, il y avait un copain prof de yoga qui faisait ses expériences et qui en fait m'a redirigé vers des personnes. Et ça a été une confirmation en fait du fait que ces aspirations-là, tu vois, que cette aspiration à avoir un au-delà, en fait, cet au-delà existait. Tu vois qu'il existait. Alors peut-être que à l'intérieur de moi-même, tu vois, il n'était pas démontrable physiquement, mais justement, voilà, il y avait plusieurs couches à la réalité et que il était possible de les explorer et que mieux on les connaissait, mieux on vivait la réalité physique des choses. Et à partir de là, je me suis dit, non, mais c'est le sujet le plus intéressant du monde. C'est le sujet le plus intéressant du monde. Il englobe tous les autres, en fait. Tous les autres découlent de la conscience. En fait, cette question-là pose, ce à quoi donne accès l'ayahuasca et d'autres plantes du même acabit, c'est que il y a à partir de la conscience que se fabrique le regard qu'on porte sur le monde. Donc même le curling, même le curling est défini par la manière qu'on a de voir le monde, tu vois. Enfin donc c'était vraiment une expérience fondamentalement transformatrice, quoi. D'accord. Ça a changé quoi du coup au niveau de ta spiritualité? Ça l'a ouverte juste à ce moment-là? Déjà, ça l'a fait exister. Ouais, ça l'a fait exister, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait. C'était tellement, il y avait une telle, moi je venais d'un environnement avec une telle résistance vis-à-vis de la question de la spiritualité que le simple fait de voir qu'elle existe, comme je le disais, c'est un continent entier qui s'ouvre sous tes yeux. En fait, c'est tout un espace à explorer et qui en plus est en dedans. Tu vois, c'est pas ça redonne le goût de l'expérience directe des choses. J'ai l'impression que, et c'est peut-être une caricature que je fais à propos des personnes que je peux côtoyer au quotidien, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les gens se tournent de plus en plus. Enfin, il y a cette tendance comme ça à se tourner vers des expériences qui ont été pensées et fabriquées par d'autres. Tu vois, quand tu vas au Club Med. Oui. Non, mais quand supposons que tu as des moyens et que tu partes en vacances au Club Med, en fait, tu vas aller vivre une expérience qui a été conçue par d'autres individus, tu vois. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu vis une expérience qui a été pensée par d'autres individus. Et j'ai l'impression qu'en fait, ces expériences-là se mettent un peu en porte-à-faux avec le rapport direct qu'on peut expérimenter avec le monde. Et j'ai l'impression que c'est l'un des cœurs de l'expérience psychédélique, que justement te faire découvrir dans ta chair des choses, tu vois. Et justement t'inviter à te reconnecter à l'expérience directe du monde. Tu vois. À la vraie. Ouais.
Ouais. C'est pour ça qu'après, les gens qui font ça, ils marchent pieds nus dans la forêt. Ça ouvre justement à essayer de retourner au corps, de retourner à la sensualité qu'on peut entretenir avec le monde en général. Mhm. Et qui a l'air de se perdre au fur et à mesure au fur et à mesure de la vie occidentale, tu vois, avec les réseaux sociaux, avec toutes ces expériences pensées par d'autres qui se mettent un peu comme une espèce de cadre un peu duquel il est progressivement de plus en plus difficile de sortir. Ouais. C'est comme si on essayait de nous déconnecter de plus en plus de nous-mêmes. Ouais. Mais il y a quand même cette question justement des antéogènes et des psychédéliques qui est en train de revenir vraiment au cœur, hein, là, j'ai l'impression. Et du coup, qui est en train de nous sauver peut-être de tout ça. Bah peut-être que quelques-uns d'entre nous, moi je sais pas, parce que finalement j'ai l'impression que quand je regarde, on est, je crois que ça doit concerner 10 000 personnes. Enfin, je pense que si je compte en France on va dire tous les réseaux, tu vois, la Société psychédélique française, la communauté psychédélique francophone, je suis administrateur de cette page Facebook là, tu vois. La Fuse qui a été fondée par Stéphane Schillinger et Olivier Chambon, tu vois, j'ai l'impression qu'on retrouve à peu près les mêmes têtes actives d'un groupe à l'autre. J'ai l'impression qu'au final, on va faire de gens qui montrent leur affiliation à ce genre de groupe. J'ai l'impression qu'il doit y avoir 10 000 personnes en France. Ok. Après, il y a des personnes qui pratiquent et qui sont dans un même groupe aussi. Non, peut-être, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que la question auquel ouvrent ces expériences, c'est très mal vu en France. Tu vois, il y a un vrai problème avec. Il y a une vraie peur parce que on est le pays du siècle des Lumières, parce que on a troqué l'obscurantisme contre la raison, qu'on a tout un passif. Je pense qu'on a hérité du jour où Nietzsche a dit que Dieu était mort, tu vois, et qu'à partir de là, c'était l'homme qui devait prendre le pouvoir sur et que ce faisant, en fait, on a rationalisé les choses, on a technologisé les choses. Le mot n'existe pas en vrai, je crois. Mais que du coup, en fait, on n'a pas, enfin, il y a un vrai rejet de la question spirituelle, il me semble. Quand elle existe, c'est dans des communautés qui sont plus de l'ordre de la religion, j'ai l'impression. En fait, c'est plus. Oui, je trouve. Ouais. Non, tu trouves pas, toi? Non. Non. Non, pas pour la religion. Ouais. C'est vrai que la première fois que j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca, c'était avec le Santo Daime, c'est vrai. Groupe très intéressant. Oui. Ouais. Oui. C'est une religion en quelque sorte. Ouais. Mais moi, je l'ai pas pris comme ça. Mais c'est confidentiel, tu vois ce que je veux dire? C'est Santo Daime en France, c'est confidentiel. C'était pas en France. Ah, c'était pas en France? Non. Je parle, en fait, vraiment, le point de vue que je porte ici, il est vraiment spécifiquement français, tu vois. J'ai l'impression que, t'es en France, t'as pris 3 cours de Reiki, tu te fais signaler à la Mivilude, en fait. Enfin, oui, non, c'est vraiment l'impression qu'il y a cette peur de la dérive sectaire, il y a la peur de la gourouisation, il y a la peur de l'aliénation, en fait, tu vois, qui fait que, bah, du coup, c'est très, très fermé à ce niveau-là. Et je pense que c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels il y a beaucoup à travailler sur la question des psychédéliques, tu vois. Ça nous ramène un peu à la question de est-ce que ce sont des médicaments ou est-ce que ce sont plus que des médicaments, tu vois. Est-ce que c'est une manière de se reconnecter à plus grand que soi et à ce moment-là d'entrer justement dans une question spirituelle duquel l'aspect thérapeutique n'est qu'un aspect, tu vois, d'un plus grand ensemble. Oui, je vois. Mais il y a Olivier Chambon, justement. Tu le connais bien, non? Oui, on se parle régulièrement par mail, on s'est jamais vu en vrai. Mais, ah oui. j'aime beaucoup Olivier Chambon. Ouais, qui travaille là-dessus et qui, je pense aussi, tu vois, la vision des gens qui voient une personne, un psychiatre, une psychologue, non? Psychiatre. Ouais. Donc, docteur, en train de travailler sur des psychédéliques, et qui en parle ouvertement, et qui dit que ça guérit les gens, et que ça les aide, et compagnie. Peut-être qu'il y a aussi cette dimension thérapeutique qui peut être super chouette comme moyen d'entrée, et de vulgarisation, et d'enlever les peurs, et de tout ce... Voilà, ça Bien peut sûr. À ceci près que Olivier Chambon n'en a
enfin moi quand je le vois, je suis admiratif de la beauté de sa manière de ne rien en avoir à foutre. En fait, il en arrive à un point où, enfin clairement je le sens, ils sont fous complètement, tu vois. Ils disent ce qu'ils pensent, mais dans une des interviews qu'on a fait lui et moi, il est très clair sur le fait qu'il n'a plus le moindre lien, ou en tout cas c'est ce que j'ai compris, avec le reste du monde psychiatrique. C'est-à-dire c'est un îlot quoi. C'est un îlot et il part d'un principe qui se généralise. C'est vrai. Hein. Moi j'étais à Bâle il y a quelques mois et j'étais frappé de m'apercevoir que il y a une quarantaine, en gros à Bâle, donc en Suisse, t'as une quarantaine de psychiatres et de psychologues qui sont habilités à donner en cabinet des psychédéliques. Ah, génial. C'est-à-dire kétamine, qui n'est pas vraiment un psychédélique, qui est un dissociatif plutôt, LSD, truffe aussi, je crois. C'est que pour les Suisses, c'est-à-dire on peut pas aller en tant que Français là-bas faire cet accompagnement-là. Mais en tout cas, on a pu écouter la perspective de quelques-uns de ces psychiatres et de ces psychologues qui sont prêts, en fait, à remettre en question l'institution qui les a fabriqués. C'est-à-dire que t'es psychiatre, t'as été formé, t'as eu un PhD, un doctorat, etc. Et en fait, au lendemain de ces expériences, déjà parce que ces personnes-là souvent ont fait leur propre expérience, et en regardant la manière dont elles avaient de fonctionner avec les gens, ils en sont arrivés à me dire des trucs qui sont inaudibles pour les institutions qui les ont fabriqués, à savoir par exemple que la traumatologie en fait ne sert à rien en l'état actuel des choses si elle ne met pas dans son centre la question de la spiritualité. Ah. Voilà. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Mais ça, enfin, va le dire dans le monde psychiatrique médical français actuel. La question de la spiritualité, j'ai l'impression que vraiment ça braque tout le monde, quoi. Tout le monde, enfin, t'as vraiment l'impression que encore 2 mois et puis on va finir par sacrifier je sais pas quoi, tu sais, sur l'autel de je sais pas quel dieu ou enfin tu sais, il y a une espèce enfin la question, je trouve en tout cas que mais c'est peut-être encore une fois une question de sérail, tu vois. Moi je viens d'une famille de médecins. J'ai une famille de médecins, de psychiatres, de psychanalystes, d'obédience freudienne, donc c'est assez différent de l'expérience plutôt jungienne que j'ai pu avoir de ces choses-là, mais il y a vraiment de moins en moins, mais il y a quand même de base une espèce de crispation vis-à-vis de la question de la spiritualité, où tout de suite les gens se reculent. Non, moi je suis rationnel, moi je suis cartésien, moi je suis un héritier du siècle des Lumières, etc. Et donc c'est quelque chose de difficile à faire entrer au cœur de la cité, au cœur du débat, tu vois. Mais on a effectivement des Olivier Chambon, des Ansgar Rougemont, qui était un des psychiatres que j'ai pu rencontrer là-bas, qui justement porte cette idée-là. C'est bien qu'on ait des PhD, enfin quelques PhD, tu vois, quelques doctorants pour essayer de faire avancer ces idées-là sans que on passe tout de suite pour un gourou ou que sais-je. Donc voilà. Et des Stephen Schillinger aussi, qui a publié un bouquin. Je crois que dans mon entourage, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de le lire justement parce que je leur ai dit mais c'est incroyable, c'est une pièce du puzzle. Sagesse interdite. Ouais. Non, c'était un très chouette bouquin. Il fait beaucoup lui aussi, hein. Il fait beaucoup lui aussi pour faire avancer la question et c'est même pas facile, hein, parce que même dans les regroupements psychédéliques, il y a aussi vraiment une question de un peu la question science contre conscience, quoi. Enfin, il y a un peu cette question pas mal récurrente. On voit bien que il y a certaines obédiences qui vont vraiment approcher la question psychédélique sur le plan neurologique, sur le plan thérapeutique, sur le plan médical, sur le plan scientifique. C'est souvent appuyé par des académiciens, par des gens justement qui sont encartés par une institution quelque part, tu vois. Et d'un autre côté, tu vois d'autres groupes qui sont un peu plus sauvages, qui vont parler de la chose sur le plan beaucoup plus subjectif, tu vois, quitte à parfois avoir l'air un peu surprenant, tu vois. Mais on voit effectivement qu'il y a quand même un peu cette dichotomie-là, tu vois, qui a un peu lieu, où d'un côté,
il y en a il y a des groupes en fait justement qui veulent faire exister la question psychédélique auprès des institutions médicales, scientifiques, politiques, etc. Donc qui adoptent un discours audible par ces institutions-là. Puis il y en a d'autres qui fait, mais en fait, moi j'ai envie d'être une putain de sorcière, moi j'en ai rien à foutre. Tu vois, j'ai envie de faire mon truc dans un coin, j'ai envie de taper du tambour et de faire communion autour de ces expériences-là. Et c'est là que se trouve mon soin, ma guérison, ma thérapie. Et je n'ai pas besoin d'avoir un doctorant qui m'explique ce que je sais déjà intérieurement, tu vois. Mmh. Ok, génial. C'est rigolo ce que tu viens de dire, je me sens entre les deux. Ouais, mais on est tous un peu entre les deux. Ouais. Enfin, je pense vraiment, c'est des va-et-vient permanents entre plusieurs aspects. Enfin, c'est ce qu'on disait, c'est un peu vaste comme le monde, ces questions-là. Tu vois, ça engage la question psychologique, la question neurologique, la question communautaire, sociale, la question religieuse, spirituelle, la question du corps. Enfin, bref, ça existe à tellement de niveaux en fait Tellement. il y avait quelqu'un qui disait quelque chose d'assez intéressant à ce sujet-là, c'était il prenait l'allégorie de l'éléphant. Tu vois, je sais plus comment, je crois que c'est une allégorie en anglais qui se traduit pas en français, mais l'idée c'était que il y avait des gens avec des yeux bandés et qui touchaient chacun une partie de l'éléphant sans savoir ce qu'ils touchaient, et l'un disait en touchant la jambe, faisait ah c'est un arbre, et puis la trompe, celui qui touche la trompe fait c'est un serpent. Et puis celui qui touche la queue fait c'est un balai, celui qui touche le ventre c'est un mur, tu vois. En fait, j'ai l'impression que ces expériences-là, elles sont, comme elles agissent comme étant des amplificateurs de qui on est, tu vois, chacun y voit une réflexion de lui-même, tu vois, un reflet de lui-même. Et du coup, ça pose plus de questions que ça nous résout, tu vois. Je vois. Moi, par exemple, c'est une réflexion que je m'étais faite il y a quelques années ou mois. Je m'étais dit que si c'était légalisé et que plus de personnes commençaient à en prendre, ils auraient cette vision du monde, de la nature à protéger en fait, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ça fait très longtemps que j'ai cette conscience de la nature et de l'environnement et que tout part en couille et qu'il faut faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais ça, c'est la clé. C'est la clé, puisque si les gens commencent à en prendre, ils vont se dire qu'il faut protéger la nature, qu'il faut s'ouvrir aux autres, qu'il faut ouvrir le cœur, qu'il faut... voilà. Je dis il faut des injonctions, mais ça vient naturellement et c'est rigolo parce que ça a été la conclusion du documentaire de Netflix sur toutes les drogues. Ouais. Et là j'ai halluciné, je me suis dit mais en fait j'étais pas dans le faux. C'était celui de Michael Pollan. Je sais pas, tu sais, il y avait un documentaire sur la MDMA, sur chaque antéogène. Non, c'est pas forcément tous des antéogènes, si, ma foi. Ou non, on s'en fout. C'est sur la psylo, le LSD, il y avait tout qui y passait. Ouais. Tous les trucs qui étaient bien. On parlait pas d'héros, ni de... Oui, j'ai vu. Ni de coke. Il n'y a pas de crack. Non, pas du tout. Juste des drogues qui voilà, des drogues. Je dis des drogues, mais bon, voilà, c'est pas forcément... Voilà, des plantes sacrées. Plantes enseignants. Oh là là. Des antéogènes. Et qui sont pas forcément naturelles comme la MDMA, mais qui ouvrent la conscience, qui ouvrent le cœur, Et en fait, c'était la conclusion de ça. Si les personnes commencent à prendre ça, ça va peut-être aider à faire avancer le monde dans le bon sens. C'est possible. C'est possible. Et puis ça pose encore des questions parce que je connais un gars qui a fait une étude sur des groupes que lui qualifiait de néo-nazis qui prenaient des psychédéliques. Ah ouais. Et qui se trouvaient renforcés dans leurs convictions initiales au lendemain de cette expérience. Et qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, la conclusion à laquelle j'arrive au moment où je te parle, c'est que tu vois, tu viens d'employer le terme de bon sens, aller dans le bon sens. J'ai l'impression que le bon sens, la vérité, nous échappe à tous. J'ai l'impression que on a
une petite lorgnette par laquelle on regarde le monde, tu vois, par nos limitations physiques, cérébrales, culturelles, émotionnelles, tu vois, qui font que chacun, on voit le monde d'une certaine façon. Oui. Et qu'on a tous une idée de qu'est-ce que serait le mieux, mais que c'est une idée en fait qui n'est jamais qu'une idée et qui n'est pas le mieux neutre, tu vois, enfin, qui à mon avis est inaccessible, tu vois. Et la seule chose, tu vois, parce que je me suis vraiment posé cette question-là aussi. Moi, je l'ai fait dans la nature. Je me suis connecté à la nature. J'ai dormi dans la forêt, presque à poil, sans même matelas, comme ça, dans les feuilles et tout. Enfin, je viens du 7e arrondissement, quand même. Merde, vraiment, je devais dire, il y a un putain de progrès, quoi. Et en fait, en faisant cette observation comme toi, puis ensuite, en rencontrant des personnes qui se trouvaient justifiées dans ce qu'elles étaient au lendemain de ces expériences, alors même elles étaient pas forcément d'accord les unes avec les autres, tu vois. T'avais des gens de gauche qui devenaient encore plus de gauche, t'avais des gens de droite qui devenaient encore plus de droite, t'avais des gens qui vivaient dans la nature qui vivent encore plus dans la nature, enfin, bref. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est des substances qui révèlent ce qu'il y a de souverain en toi, en soi, en fait. Ça révèle l'élan supérieur, tu vois. Et que ce truc-là, c'est que cette intelligence supérieure qui existe peut-être dans la nature, en fait, t'a destiné à faire. D'accord. Et que c'est ça que tu dois faire, et que peut-être que ça va pas plaire à plein d'autres gens, mais c'est ça que tu fais. Okay. Enfin, mais voilà, vraiment, je suis pas en train de poser ça comme un truc définitif, tu vois. C'est simplement que tu vois, on parle beaucoup de espèce de sous-fifre de Bolsonaro, tu vois, le président brésilien, qui est d'extrême droite, et dont beaucoup de ses sbires, je sais pas comment on appelle en fait, avaient un usage de l'ayahuasca. Ah ouais, incroyable. Donc on était là, genre, en fait, donc parce que j'allais te dire, si on donnait de l'ayahuasca au PDG de Total, et ben en fait, ça le rendrait pas meilleur, il continuerait à faire des trous partout et encore plus, quoi. Bah, selon cette théorie. Faudrait essayer. Mais moi, c'est mon but. Si jamais. Moi, mon but, c'est d'emmener le psychédélique jusque dans l'Élysée. Voilà, je veux tripciter le président. Mais au-delà de ça, qui sait en fait, qui sait, moi, je sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression que ces expériences, elles nous révèlent à qui on est, et puis elles nous montrent, enfin, qui nous sommes, est-ce qu'on est, en fait, quel est le feu, enfin, quelles sont les valeurs suprêmes, en fait, qu'il y a en nous, mais qui nous montrent aussi à quel point, en fait, cette enveloppe est fermée, en fait, à quel point elle est fermée, à quel point il y a un univers, à quel point nous ne sommes pas la totalité, tu vois, et que il y a peut-être des sagesses auxquelles j'ai pas accès, tout simplement, et qu'il y a des gens qui font des choses qui je comprends pas, mais qui peut-être font sens sur un plan auquel j'ai pas accès. Ça me montre à quel point j'en sais pas grand-chose, en fait. Oui. Donc, on est en chemin, de toute façon. Ouais. On n'aura jamais fini d'apprendre. Non, c'est ça. C'est ça. Encore une fois, c'est vaste comme le monde, hein, comme sujet. Ah oui. Est-ce que tu as vécu d'autres expériences sans plantes, puisque au final ça t'a peut-être ouvert une autre perspective sur la vie, ok. Est-ce que ça t'a ouvert par exemple à des capacités extrasensorielles que t'avais pas avant? Ouais. Ouais. Toi, c'est le cas pour toi? On va dire que je suis beaucoup plus sensible qu'avant. Ouais. Et du coup, la sensibilité, ça peut être la télépathie ça arrive, quoi, la télépathie. C'est fou, mais ça arrive. Ouais. C'est un truc, ça, c'est un truc assez incroyable, ça. Puis parfois, c'est très subtil, mais il y a des moments où t'es là, genre, non, mais c'est pas possible, en fait, ce qui s'est passé ici. Ouais, c'est toutes les synchronicités, enfin, toutes ces choses-là qui, ça nous, c'est très très beau ça à expérimenter, en fait, à voir que ça existe, que justement il y a une espèce de connexion. Ouais, ça a développé pas mal de choses. Moi, j'ai eu l'impression que ça a nettoyé un canal entre l'esprit et moi, tu vois.
c'est ce que je racontais pas mal. Tu vois, quand j'ai fait ce dessin animé ou les illustrations, j'avais arrêté de dessiner depuis genre 12 ans. Tu vois, je viens d'une école d'art en fait. J'avais arrêté, je faisais de la musique. Après, j'ai arrêté parce que enfin, j'étais bloqué justement dans le processus créatif, etc. J'ai vraiment l'impression que cette expérience était, ok, on prend le tube du processus créatif, on va le ramoner, on va le nettoyer, et si t'arrêtes d'obstruer toi-même cette inspiration-là, elle viendra toute seule. Et ça, j'ai été absolument surpris de constater la facilité avec laquelle il y avait des images en fait qui ne réclamaient qu'à être traduites, tu sais, de la musique qui ne réclamait qu'à être écrite en fait. C'est pas toi qui faisais preuve d'une intelligence ou d'une dextérité particulière, non, c'est juste ferme ta gueule les choses vont se manifester d'elles-mêmes. Ça, j'étais très très surpris de constater ça. Le dessin animé que j'ai fait, des putains de limaces cosmiques, en fait, ça a été automatique en fait. Vraiment, les gens font un storyboard normalement, tu vois, ils font une petite case en disant ok là il se passe là, il se passe là. Moi je suis juste ok je fais un dessin animé. Je prends ma tablette et j'ai commencé à gratter comme ça comme un possédé pendant 6 mois avec la chance incroyable d'avoir un collaborateur qui s'appelle Clément Hébert et qui a une grande pratique de la méditation Vipassana, donc qui est quelqu'un de très ancré, de très posé, etc. Au contraire de mon énergie de chien fou là, qui se lance dans des trucs comme ça, genre avec les yeux exophtalmés pendant 6 mois et qui sort avec 7 kilos en moins, tu vois. Bref, lui justement, il prenait toutes ces images, tu vois, il les associait ensemble et il faisait en sorte que la chose se structure. En fait, il créait le soutènement nécessaire à cet élan-là. Mais cet élan-là, justement, c'était la redécouverte. Enfin, ça a été une redécouverte permise par ces expériences-là. Et puis aussi la sensibilité dont tu parles, les synchronicités dont tu parles, le détachement aussi. Le détachement justement des espèces d'urgences matérielles auxquelles tu es confronté toujours, tu vois, cette espèce de FOMO de la vie en fait, où justement tu prends un état de contemplation, une parole aussi, d'avoir un dialogue permanent avec quelque chose d'autre. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'ai eu ça pendant 2 ans où c'était rempli tout le temps, rempli de choses à dire, à constater, de sources d'émerveillement, etc. Et puis j'ai remarqué que ça se refermait aussi. C'est un peu un des sujets que je voulais aborder. Oui. C'était le rendormissement spirituel. C'était possible de s'éveiller spirituellement, mais que c'était aussi possible de s'endormir. Ouais, on oublie parfois. Ouais, on oublie. Même parfois, tu reviens à une facture en trop, enfin, ou je sais pas, un manque de fatigue, un mode de vie trop sollicité, et en fait tu te détaches aussi de ça. On n'est pas toujours obligé d'être connecté et toujours en train de pratiquer, toujours en train de penser à ça, je sais pas. C'est ok d'être pris dans notre vie aussi. Ouais, c'est ça. C'est ok d'être pris dans la vie, et puis je pense que c'est aussi se remettre à niveau par rapport à un contexte. Si ton contexte est stressant, t'es dans une situation d'urgence, etc., l'heure n'est peut-être pas à la contemplation, tu vois, et ton corps te le fait savoir, tu vois, ta conscience te le fait savoir, et donc elle va aller resserrer sur les problématiques du moment, plutôt que te mettre dans un espèce de constat comme ça, lové dans l'univers, en train de regarder la beauté des choses partout, tu vois. Donc ouais, c'est... Et puis on est venu pour ça aussi. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, c'était un des messages que j'avais eu pendant l'ayahuasca, justement, que j'étais venue pour vivre une expérience humaine. Ouais. Et donc, voilà, si je voulais faire un bébé, je pouvais, voilà, des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'après, j'avais été plus en mode, ah mais oui, je suis dans ma vie, c'est ok, je suis une femme, d'accord, j'accepte, je suis bien. Et puis s'il y a des moments où je me déconnecte, c'est parce que j'ai pas le temps, parce que je dois m'occuper de mon chien, parce qu'il me prend beaucoup de temps, et toi, tes enfants... Tu pars en courant, kilomètres là. Et ben c'est ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y aura d'autres moments pour partir dans la jungle et puis faire mes expériences et puis repenser à tout ça. Et... Après, c'est vrai que j'ai Curiologie qui est mon fil rouge qui me ramène à chaque fois avec des invités, dans des nouvelles réflexions. Ça m'amène énormément de choses. Mais à côté de ça, je suis quand même bien ancrée au final, et peut-être que c'est aussi un des messages des plantes sacrées, quoi,
Il y a aussi une légèreté, non? Quand tu sais, justement, quand tu redécouvres le fait que tu es là pour faire une expérience, tu vois, il y a quelque chose de d'allégeant, en fait. On s'allège un petit peu, justement, de il faut, tu dois, en fait. Non, tu fais ton expérience. Et je trouve qu'il y a quelque chose, quand on voit les personnes qui sont vraiment dans le cœur du fait de vivre cette expérience, pas forcément au moment même, mais qui la portent avec elle, etc. On sent qu'il y a une espèce de légèreté, tu vois, oui, la vie, c'est ça. Il y a des choses faciles, il y a des choses difficiles, des choses agréables, désagréables, et je prends tout ça, tu vois. Et puis, et j'ai l'impression qu'en fait, tu te rendors un peu spirituellement au moment où tu oublies que, en fait, c'est un peu un jeu, tout ça, tu vois. Quand tu oublies la question expérientielle et que tu reviens au fait de tu dois, il faut, etc. Je sais pas. Perso, moi, j'y reviens pas. Tu reviens pas? Non. Ouais. Non, je me suis détachée de plein de choses. J'accepte. Et voilà, travailler, c'est compliqué aussi. Les trucs où on doit. Ouais. Quand je dois faire des choses. Mais il y a eu une newsletter de Stéphane Gillinger, justement, il y a quelques jours à propos de la congruence. Ouais. Et je pense que aussi, ça m'a amené dans un alignement, tu vois, toutes ces expériences. Et de me dire, ok, si je le fais pas avec le cœur, je le fais pas, en fait. C'est parce que c'est pas mon chemin, en fait. Ouais. Et si je trouve une autre solution pour faire cette chose avec le cœur, tu vois, c'est ce que je fais avec Curiologie, par exemple. Là, je suis en pleine congruence, quoi. Ouais, les choses s'alignent, en fait. Et tout prend de l'ampleur, et tout marche, et tout... Je sais pas, c'est magique, en fait. Ouais, c'est magique, mais parfois t'oublies. Moi, j'oublie, et parfois je redeviens un peu con. Je deviens un peu simple, comme ça, un peu bovin dans la manière de faire, tu vois. Mais en même temps, il y a toujours cette espèce de moment où les choses se remettent en place. Tu vois, moi, j'ai une idée complètement débile à un moment donné de tiens, si je faisais, il y avait un type comme ça dans l'école de ma fille qui partait et qui se séparait d'une boîte de location de voitures. Je me suis dit, tiens, si éventuellement je reprenais ça, un truc comme ça. Incroyable. À partir du moment où je l'ai fait, j'ai essayé de louer une voiture, genre j'en ai trois bagnoles qui sont tombées en panne. Vraiment, genre, tout l'univers me disait non. C'est de la merde, cette idée, ça ne te convient pas. Donc ouais, il y a cette idée-là, effectivement, que à partir du moment où tu ouvres ton cœur à laisser, à entrer dans les choses qui font du sens pour toi, qui s'alignent, etc. Et effectivement, il y a une légèreté et une lumière qui s'installe. Mais c'est vrai que c'est peut-être parce que je dors pas bien en ce moment, c'est peut-être parce que je me fais réveiller par mes enfants tout le temps. Mais c'est vrai que je te parle à un moment où c'est plus obscur, c'est moins léger que ça l'a été par le passé, quoi. Mais ça reviendra peut-être. Encore une fois, c'est vraiment une question de contexte aussi. C'est aussi une question de la vie parentale est plus t'oblige comme ça de rentrer dans la matière d'une façon un peu plus... C'est sûr que t'as des obligations, alors que moi je suis libre comme l'air. Ouais, pardon, je t'ai vu courir après un chien. Oui, bon. Ça, c'est ma vie tous les jours. Faire en sorte que mes enfants ne meurent pas en faisant une énorme connerie comme ça. Vraiment, c'est une problématique régulière. Tiens, papa, regarde, je suis suspendu au 3e étage. Vraiment, c'est quelque chose qui justement te... Bon, bref, voilà. Ok. J'ai toujours une petite question à la fin du podcast, c'est que dirais-tu à une personne qui veut cheminer dans sa spiritualité, dans sa découverte de soi, tu lui dirais quoi, selon toi? Moi, je dirais faut que tu trouves le cœur. Faut que tu trouves le centre. Il y a cette donnée-là. Pour moi, c'est à partir du moment où tu trouves le centre, quel qu'il soit, la valeur suprême, pour moi, c'est qu'est-ce qui, comment dire, ayant expérimenté la mort de l'ego à plusieurs reprises, à chaque fois, j'ai pu voir ce qu'il y avait de superficiel en moi, tu vois. À chaque fois qu'il y avait cette expérience-là où je tuais l'idée que je me faisais de moi-même, à chaque fois je faisais voler en éclats tout un tas de choses qui étaient superficielles, jusqu'à rencontrer un espèce de
ce que Jacques Maby appelle le palais intouchable et intouché, dans une vidéo que j'avais vue de lui, en fait, cette espèce d'espace central, neutre, détaché, en fait, à partir duquel tout émerge. Et à partir du moment où tu rencontres ça, il me semble que il y a tout un alignement qui se fait par la suite. Et quand j'accompagne, enfin, comme j'ai pas mal officié en tant que gardien de voyage, quand les choses se passaient mal, par exemple, pour les gens, il y avait toujours cette invitation à essayer de trouver le centre. C'est quoi ton intention? Tu vois, quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu es ici? Qu'est-ce qui fait sens? Tu vois, elle est où la verticalité des choses quand tu es éparpillé dans quelque chose d'un peu chaotique, en fait. Et c'est là que se trouve la base à partir de laquelle les choses peuvent pousser de la meilleure manière possible, il me semble. Ok. Mais comment on fait pour trouver ce centre, du coup? J'aime bien les choses pragmatiques. C'est pas pragmatique, mais écoute, tu sais quoi, tu prends une dose conséquente d'une substance illégale sur le territoire français, puis tu vois ce qui se passe. tu sors de la matrice à un moment donné, puis non, enfin, je ne voudrais certainement pas que ce soit pris au sérieux. Mon ambition n'est absolument pas de faire du prosélytisme pour quoi que ce soit. Moi, je dois dire que ça a été justement par le franchissement de mes limitations qui a été rendu possible par l'ayahuasca, par les champignons, par quelques autres molécules, plantes, voilà, qui ont permis ces choses-là. Et voilà, mais après je pense que le chemin est propre à chacun, en fait. Je pense que tu peux arriver à des choses assez concrètes, puisque c'est effectivement quelque chose qui compte. Par exemple, avec la méditation du Vipassana. Ça a l'air d'être très efficace. C'est très engageant, puisque c'est 10 jours où tu fais vœu de silence et tu rentres en toi-même dans des proportions que tu rencontres assez peu au quotidien. Mais je pense qu'il y a aussi cette question de justement prendre un petit peu s'allouer le temps du recul aussi. De pas forcément s'attacher à rechercher ça. Ouais, voilà. Et puis aussi le fait sur un autre plan aussi, le fait de rencontrer des personnes et de faire communauté autour de cette quête-là, qu'on rencontre pas beaucoup au quotidien quand même. Enfin, ce que je disais encore avec son interview, dans l'interview que j'avais fait avec Olivier Chambon, où tu vois, il parlait justement de ces expériences comme ça transcendantales, les expériences de mort imminente, les expériences de psychédéliques. Puis il s'est rendu compte qu'il parlait de ça le dimanche à table en famille autour du poulet dominical, et que ça met tout le monde mal à l'aise, en fait, tu vois. Ça met tout le monde mal à l'aise parce que les gens ont pas trop, enfin, ils ont du mal la plupart du temps à se questionner ou d'aborder cette question-là, parce que c'est très mis à distance à tout point de vue. Les vies, on les fout dans les EHPAD, enfin, tu vois, les naissances, elles sont très très contrôlées. C'est les gynécos qui décident de si on fait une césarienne. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de mise à distance, encore une fois, de l'expérience directe des choses. Et j'ai l'impression que effectivement, faire communauté, par exemple, autour de ces expériences-là, c'est une manière de rendre possible le chemin. Tu vois. Donc voilà. Puis c'est ce qui est très intéressant, puisqu'on s'est rencontrés ensemble dans un apéro psychonautique, c'est que on peut rencontrer des personnes qui font pas forcément ces expériences-là, en fait, qui ont eu des expériences transcendantales avec un tambour, avec de la respiration holotropique, avec de la méditation, avec tout un tas de processus qui n'impliquent pas forcément de transformer la chimie de ton cerveau. Et même sans rien faire. Moi, j'ai des amis, j'ai un pote, il marchait dans la rue, hop, il a eu une extase mystique. Jaloux de ces gens-là. Une amie qui faisait la sieste, voilà, bim, incroyable, hein. Mais tout ça, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont le cœur ouvert, qui sont alignés aussi. C'est vachement dur en plus de garder le cœur ouvert, quand même. Ouais. C'est quand même vachement dur. C'est presque le mouvement inverse
de l'intellectualisation qui est réclamée au quotidien. Ouais. C'est justement quitter le domaine de l'intellect pour celui du cœur. Déjà, ça fait mal, je trouve. Enfin, c'est vachement difficile. Et puis, le faire perdurer dans le temps, Tu vois, ils se sont aussi déconnectés par la suite. Ouais. Hein? Ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est voilà. normal, en fait. Une PlayStation 5 qui traîne ici. Voilà. C'est ça. Non, mais oui, enfin oui, c'est vrai. Puis, mais encore une fois, c'est pour ça que je trouve intéressant d'essayer d'amener ces sujets-là au cœur de la cité, tu vois. Essayer de dire, ok, en fait, c'est pas juste moi, c'est pas juste un gang d'hurluberlus. Enfin, tu vois, ça nous concerne tous. C'est des questions qui, en plus, sont fondamentales puisqu'elles transforment la manière dont on a d'interagir avec le monde. Et quand on se pose la question de l'effondrement sociétal, quand on se pose la question de l'écologie, de la sauvegarde de l'environnement, il y a toujours des réponses techniques. Tu vois, toujours une réponse. Faut faire ça. Oui, alors du coup, faut pisser sous la douche et genre manger du tofu. Enfin, voilà, toi avec ta gourde. Oui, voilà, c'est ça. Il faut une gourde en métal. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Mais il me semble que c'est peut-être au niveau de la manière qu'on a de faire exister notre conscience que des choses peuvent se jouer, tu vois. Quand tu retrouves, par exemple, quelque chose de tribal, comme dans je sais pas comment c'est dans Santo Daime. On m'a proposé d'assister à une cérémonie à laquelle j'ai pas pu assister, j'aurais bien voulu, mais je sais que dans pas mal d'expériences cérémoniales de psychédélique ou d'antéogène, il y a cette espèce de retour à un état primitif, tu vois, où vraiment t'es toi dans quelque chose de presque plus culturel en fait, et de presque où en fait on se rencontre les uns les autres dans des champs desquels je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à tirer pour aborder la question de l'environnement, par exemple. Je sais pas si je suis très clair. Non. Ce que j'essaye de dire, c'est que je pense que dans l'expérience de la rencontre spirituelle, il y a une potentielle réponse à toutes les problématiques qu'on rencontre à l'échelle civilisationnelle, en fait. Ah ouais. Je pense que la manière qu'on a d'interagir avec notre environnement, la manière qu'on a de détruire notre environnement, vient du fait qu'on a désincarné l'environnement. Tu vois que un arbre n'est pas un esprit. Un arbre, c'est juste un arbre. Alors, avec ça, on peut faire du bois et on peut faire une table. Tu vois. C'est ça. Il n'y a pas d'esprit que considérer la question de l'esprit d'un lieu, c'est trivial. Tu vois. La sensibilité permise par ces expériences psychédéliques et antéogènes nous permet de comprendre un peu ce que d'autres cultures peuvent, de quoi d'autres cultures parlent quand elles parlent de l'esprit d'un lieu, ou l'esprit d'une rivière ou d'une forêt. Ouais, voilà, dans la culture animiste, par exemple. Et il me semble que ça pourrait être une des portes de sortie que de justement trouver un moyen de se reconnecter à cette manière de faire incarner les choses, quoi, de réincarner les choses, de retrouver une forme de sacralité, quoi. C'est l'extrapolation de ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois. Ah ouais. Ouais. Tu vois, on se rend compte en fait de l'énergie qu'il y a partout, qu'on est la même chose. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve par exemple amusant, tu vois, quand on parlait de qu'est-ce que ça nous avait apporté au niveau de la sensibilité au départ. Tu vois ce sentiment quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a deux personnes qui se sont engueulées et que 3 mètres avant d'entrer dans la pièce, tu sens déjà une égrégore particulière à ce niveau-là. Je trouve que justement, ça renforce ça. Et tu vois, tu te dis, en fait, il y a un esprit qui existe à ce moment-là. Il y a un esprit dans cette pièce. Et cet esprit, c'est celui de la discorde, tu vois, qui a existé à ce moment-là. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment réel, tu vois. Et du coup, c'est toute une manière d'interagir avec le monde qui s'en trouve transformée. À partir du moment où tu as saisi que, oui, il y a un esprit partout, tu vois, et que le respect qu'on va allouer à
l'existence, la croyance au moins que ça existe, en fait, ça va transformer le réel. Voilà. Peut-être que des gens vont écouter ce que je dis et penser que je suis complètement fou. Je pense quand même. Bon, moi, je pense pareil, alors ça va. Ouais, voilà. Après, c'est des gens qui écoutent ton podcast, a priori, donc ils sont de toute façon déjà dans cette idée-là. Mais voilà, s'il y a un trader, tu vois, de Wall Street qui tombe là-dessus. Qui s'est perdu par ici, voilà. bienvenue. Ne t'inquiète pas. Bienvenue. Eh ben, merci Balthazar. On te retrouve sur la Gazette de l'Abîme, du coup, sur YouTube, sur Instagram. Et sur un site internet, maintenant. Oui. Sur un site internet sur lequel on publie des articles aussi, sur lequel on fait venir aussi des personnes qui ont envie d'écrire. On a déjà eu quelques personnes. Je crois que Stéphane Schinger, justement, va proposer un article très bientôt. Je le sais, ça va sortir d'ici quelques jours. Cool. Justement sur la place des psychédéliques et des antéogènes dans la société occidentale. Donc voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi de ton invitation. Merci, c'était vraiment un plaisir. J'espère que vous avez adoré, comme on a adoré enregistrer cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.